le travail de la ligne, le travail du trait, c'est pratiquement le principe même du dessin. Le dessin, c'est une manière de contourner les formes. Donc cette espèce de zone frontière qui est la ligne va être le moyen par lequel on va qualifier rien, c'est-à-dire une feuille blanche, on va lui donner du sens à l'intérieur de la forme et à l'extérieur de la forme. C'est le principe du dessin, qui sera celui de, on pourrait dire, de rationaliser l'irrationnel. Une simple pierre peut nous sembler relativement pauvre, mais si on y porte de l'attention, si on reprend à plusieurs périodes différentes la même pierre, on va à chaque fois y voir quelque chose de totalement différent. Et je comprends que certains artistes aient pu passer des années à refaire la même chose, la même forme, des années durant, et à chaque fois en y découvrant quelque chose de nouveau. Parce que la relation nourrit en permanence des nouvelles inventions. Mon père était un travailleur acharné. Et je pense que ça, c'est une des leçons qui m'a passé, c'est-à-dire les vertus du travail. Les vertus du travail de la transformation. On prend une feuille de papier, par exemple, et on en fait quelque chose de tout autre. L'autre leçon, c'est de m'avoir appris à aller jusqu'au bout de ses capacités pour perfectionner ce qu'on était en train de faire. Mon père avait toujours un souci de la perfection. Il voulait que les trucs soient toujours impeccables. Il fallait que le chantier soit toujours propre après qu'on y ait travaillé. Et donc ça aussi, c'est un des aspects de ce que j'ai pu apprendre avec mon père. Bien sûr, c'est la réalisation de demain, c'est-à-dire que ce que je suis capable de faire aujourd'hui me pousse à concevoir que c'est demain que ça sera bien meilleur que ce que je fais aujourd'hui. Et donc, il y a une espèce d'insatisfaction qui est celle qui est liée à l'idée de la perfection, quoi. J'essaye d'être fidèle à tout. Et la première chose à laquelle j'essaye d'être fidèle, c'est à la parole que je donne. Et donc si on dit quelque chose et qu'on n'y tient pas, c'est comme si on n'existait pas. Et donc des fois on faillit, etc. Mais il faut avoir ça comme objectif. Et c'est un des objectifs que j'ai en moi, c'est de tenir la parole. Par exemple, on n'a pas l'opportunité de refaire 36 fois le même mouvement. Quand on est dans une phase de combat, c'est le premier coup qui doit porter. On ne fait pas de brouillon. Ce qui fait que dans ma conception du dessin, j'essaye de garder cette idée de ne pas faire de brouillon, d'essayer d'être plus vite sur le résultat final.
L'âge du personnage de Axe-Head, c'est, on pourrait dire, l'âge de la rationalité. Cette rationalité est une folie au même titre que n'importe quelle autre folie, sauf qu'elle est collective. Et parce qu'elle est collective, elle est le garant, justement, c'est parce qu'il y a une nécessité de nous maintenir en collectivité qu'il est nécessaire qu'il y ait une folie qui nous rassemble tous et qui nous fasse vivre d'une certaine manière. Mais d'une certaine manière aussi, en utilisant des procédés artistiques comme la bande dessinée, le cinéma, la littérature, on essaye de s'évader de ce processus de folie collectif qui nous embrigade à l'intérieur d'une seule lecture du monde, mais d'une lecture qui est nécessaire de façon à ce qu'on puisse vivre ensemble. S'il n'y avait pas cette lecture-là, on ne pourrait pas vivre ensemble. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que le monde est susceptible de recevoir toutes les interprétations possibles. Mais pour qu'il puisse exister un lien qui nous fasse vivre tous ensemble, il faut qu'à un moment, on ait la même vision du monde, qu'on soit à peu près d'accord sur un certain nombre de repères orthonormés qui nous permettent d'y vivre ensemble. Je pense que la femme idéale pour le Bouncer, c'est toutes les femmes qu'il rencontre. Il n'y en a pas une qui peut le satisfaire. Et Yin Li est beaucoup trop sage, mais en même temps aussi il convoite la sagesse. La sagesse dont elle est l'expression lui plaît beaucoup, mais pas suffisamment. Il lui faut aussi la passion. Il lui faut en fait toutes les dimensions que peut inspirer une femme. C'est toutes ces dimensions que veut saisir Bouncer. Et donc en fait, il ne cherche pas une femme en particulier, mais il cherche plein de femmes en particulier, plein de femmes en multiplicité. Les enfants assassins, c'est quelque chose qui commence à exister médiatiquement parlant. Alors c'est vrai que c'est de ce fait, ça dénonce un phénomène. Et donc les pulsions de cruauté, de violence, de dégradation de l'autre, c'est des choses qu'il faut apprendre aux enfants. Et dans cet univers, dans l'univers du Bouncer, et comme dans l'univers qui commence à être le nôtre, un peu par la fascination aussi des médiatisations à tout crin, on n'empêche plus l'interdit d'atteindre à la sécurité de l'autre. Et au lieu de le protéger, un des aspects par exemple de l'art martial, c'est pas de tuer, c'est de se protéger soi, mais de protéger l'autre aussi. De se protéger des pulsions cruelles qu'il peut avoir en nous.
Des maîtres, j'en ai eu plein. Et donc je disais, ça commence d'abord avec les parents, parce que c'est eux les premiers qui t'apprennent à te mettre debout, à saisir l'équilibre. Et puis ensuite, dans des tas de directions différentes. Mais on peut à chaque fois apprendre un truc particulier d'une personne et le transformer grâce à l'apprentissage des autres. Au fond, c'est la vie qui est notre maître. Je pense que le meilleur maître, c'est quelqu'un qui nous apprend à apprendre. Ça reproduisait le premier maître que j'ai eu, que c'est mon père, qui ne croyait à rien, qui était terrible et qui m'a vraiment torturé. Et après, au Mexique, j'ai connu un vrai maître zen, Ejo Takata, sur lequel je me suis inspiré pour faire Butterfly. C'était un authentique maître zen et c'était pour moi, ma vie a changé. Ce n'est pas que j'aie inventé cette technique de mettre, par exemple, les génomes au bord de l'abîme, au bord de l'abîme, apprendre ça. Exactement ça, c'est zen. Bueno, si je suis le père de Bunser, Buck c'est sa mère. Le travail entre scénariste et dessinateur est, d'une certaine manière, un travail identique à celui entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'initialisation peut venir du scénariste. À ce moment-là, le scénariste est actif, il va venir féconder le dessinateur, on va dire. Le dessinateur va commencer à fabriquer, et à ce moment-là, le scénariste devient réceptif. Et c'est à ce moment-là que le dessinateur prend toute sa virilité. Donc il y a un échange constant comme ça entre efficience et celui qui active et celui qui reçoit. C'est en permanence. Moi, je pense que les histoires existent dans l'inconscient, et même dans l'inconscient collectif. Et qu'une personne qui a du talent a le talent de trouver les histoires qui existent. Alors, il y a un moment où on est visité par un personnage. Quand on me demande comment tu as inventé ce personnage, je ne sais pas, il m'arrive. Et bon, ça m'est arrivé. Là, Buck me fait cette question, on me fait cette question parce que moi j'ai proposé un bandit qui a une hache dans la tête. Et lui, comme c'était tellement difficile, m'a fait un compromis. Il dit, oui, si tu fais ça, mets-moi des bandits enfants. C'est lui qui voulait. Je pense que dans certaines circonstances, il pourrait tuer des enfants. Bien sûr, il faut des circonstances très très particulières. Mais si c'est un enfant qui est devenu un monstre, à un moment donné, il faut bien tuer le monstre. Moi, je ne vais pas tuer les enfants. Je vais trouver une autre forme. Ou au moins, si je les tue, ce ne sera pas devant les yeux du lecteur. Si un enfant, malgré tout ce qu'on puisse faire pour lui, on arrive à un tel degré de monstruosité que la seule solution c'est de le tuer, ben, il va falloir le tuer, mais avec dignité. Là, je transposerai bien ça dans le domaine du Bunser. Il y a, comment dire, une habitude du lecteur à voir tuer des gens. Tous les héros sont des criminels, c'est comme un jeu. Mais dans ces jeux culturels, ne rentrez pas tuer des animaux ou des enfants. C'est vraiment un choc, je ne voudrais pas le faire. J'ai réussi à trouver un axe dans lequel il peut mettre son corps et se servir quand même du moignon pour saisir la nana avec qui il est en train de nager et donc la sauver des flots et de continuer à nager avec l'autre bras. Donc ça, c'est tout le problème, c'est de rendre crédible quelque chose qui apparemment ne l'est pas. Et donc au premier coup d'œil, on doit voir que c'est crédible. Mon cher Bunser, comment tu peux forniquer avec les femmes avec un seul bras? Tu sais très bien que tu as développé l'habilité de tes pieds. Et tu les caresses, pas avec tes bras seulement, pas avec ta main, sinon avec tes pieds aussi. Alors, la conscience de tes pieds a devenu incroyable dans tes relations avec les femmes. Donc, quand tu tombes à l'eau,
L'eau, c'est un élément féminin. Alors tu as caressé l'eau avec ta main et avec tes pieds, et c'est comme ça que tu as réussi à t'échapper. Alors, on peut connaître le Bunser par son physique, c'est un ex-bandit qui lui manque un bras. C'est tout ce qu'on peut dire. Et il est honnête jusqu'à un certain point, mais vis-à-vis des femmes, il est en pleine confusion. Il cherche l'amour de sa mère, parce que sa mère c'était une femme extrêmement forte, intelligente, qui a su lutter contre la vie, etc. Alors le grand mythe de lui, c'est sa mère. Dans les vagins de sa mère, il y avait un diamant caché, tu comprends? C'est l'exaltation du vagin. Le vagin de la mère de Bunser est plus important que le vagin de la Vierge Marie. Être shakespearien pour moi, c'est écrire un roman d'aventure, mais avec un fond psychologique profond. Et c'est ça que je vais faire du Bunser. C'est une grande joie, parce que c'est une autre forme d'art. C'est un mariage entre littérature et image, et un mariage entre un créateur littéraire et un créateur plastique. C'est toujours une découverte quand on réalise bien ce que tu as imaginé. Et en réalité, dans la façon que j'ai fait les Bunser, je ne l'imagine pas dans sa totalité. J'ai fait une structure et après je discute avec vous et on collabore ensemble pour les résultats. Ce qui n'est pas possible de faire dessiner en bande dessinée, c'est la musique. C'est qu'on fait des onomatopées, on cite les noms, mais il n'y a pas de son. Dans le futur, peut-être, il y aura des créateurs de bande dessinée qui seront alliés avec les dessinateurs, l'écrivain, les coloristes, qui va prendre beaucoup d'importance, et les musiciens, parce qu'il y aura une bande sonore qui ira avec la lecture. C'est possible, je ne sais pas. Moi, j'aurais aimé vraiment créer la vague de Hokusai. Cette vague comme ça, où il y a une barque qui navigue dans la vague. Moi, le plus grand dessinateur de l'histoire de la peinture, c'est Hokusai. Voilà. Là, je me réfère. La finalité de l'art, c'est guérir. C'est guérir psychologiquement. Et répandre la conscience dans une société qui de plus en plus devient consumatrice et enfantin. Donc le but de l'art, c'est éveiller la conscience et sortir des spectateurs de les américanades industrielles idiotes, de les super-héros idiotes du cinéma américain, et arriver à une chose beaucoup plus profonde.
Non. Il n'y a aucune chose que je n'ose pas faire, je n'ai pas peur. Tu sais, il y a longtemps que je n'ai plus peur de mourir. Alors de quoi j'aurais peur maintenant? J'aimerais proposer à quelqu'un une bande dessinée où l'héros soit Judas. Le traître Judas vit comme un héros. Ça, j'aimerais faire. Et peut-être je le ferai. Non, tu sais, il y a longtemps, McLuhan disait les messages, c'est les massages. C'est-à-dire que les messages, ce sont des mots. Et les mots sont tirés des autres mots et ne conduisent qu'à créer des mots, les messages. L'art, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la philosophie. Alors, il n'y a pas de message à donner, mais il y a un massage, c'est-à-dire une communication d'expérience, une description d'expérience, qui va donner, n'est-ce pas, un message. Alors, ce n'est pas le but de l'art de donner des messages. Il ne faut pas. Où il y a des messages, il y a un charlatan qui se croit artiste. Je pense que l'unique drame qu'il y avait dans la bande dessinée européenne, c'était que les histoires étaient trop courtes. Non? 44 pages et pas plus. Alors, c'est le changement qu'il y a eu, je pense, essentiel pour moi, c'est qu'on peut faire des histoires plus longues, où on se propose. Non? Et au contraire, on essaie de faire des histoires plus courtes maintenant, en des volumes. Non? Mais c'est reconnaître que le public veut avoir une histoire dans les mains, et pas passer des années par chapitre. D'accord. Dire ce qu'on dit du manga, je m'examine à moi-même, parce que j'ai une mangathèque, je lis tout ce que je peux de manga. Et maintenant, je suis allé à la librairie et il y avait une espèce de répugnance. Ça me répugne maintenant. Parce que peu à peu, sort à la surface, de la même façon qu'on dit que dans une rivière qui se révolte, qu'il y a une tempête, ça sort l'excrément à la surface, ça sort le chauvinisme dégoûtant des Japonais. C'est pas possible. J'en ai marre des Japonais jusque-là. Ils sont pas les centres du monde. Je me chie dans les samouraïs, je me chie dans les moines bouddhistes zen. J'en ai marre de sa sexualité malade. J'en ai marre. C'est pas possible. Et les histoires qui commencent avec un grand élan, et après, peu à peu, ça continue, et ça tombe, ça se répète, et après, ça finit dans un pet. Il n'y a pas une vraie structure dans ce manga. C'est trop industriel. Et c'est trop mal dessiné. Alors, le manga va craquer. Par un excès de production, il faut tenir, tu sais. Moi, je dis, il faut tenir. Il faut faire des histoires, il faut continuer. À mon avis, il faut continuer. Et là, la bande dessinée va être là. Je ne crois pas qu'elle disparaisse. Je ne crois pas. Ça va continuer. Il y aura certains changements. On va apprendre la leçon de manga. Quelle est la leçon qu'on va apprendre? On va apprendre à travailler. Pas se prendre pour des grands génies et passer une semaine ou 2 semaines à faire une planche, ces choses-là. On va apprendre à collaborer par des groupes, comme ça qu'on va faire la bande dessinée. On va collaborer et on va faire des histoires plus costauds, plus longues et plus structurées. Et je dis que la japonaise série me tape dans les couilles. J'en ai marre. On n'est pas japonais. On n'est pas japonais. Et nous faisons une guerre d'invasion. Et nous, comme on décide, qui vient, on se laisse enculer. Mais il y a un moment que ça doit s'arrêter. Ça va s'arrêter.
pas pour les gens du métier, pour le public. Ils vont avoir marre. Si toi tu devais faire la question essentielle de ta vie, qu'est-ce que tu demanderais? Qu'est-ce que tu veux savoir? Et pourquoi tu veux savoir ça? Et une autre chose, je te demanderai, demande-toi à toi-même quelle est la finalité de ta vie. Demande-toi à toi-même d'où tu viens, où tu vas et qui tu es. Et quelle est ta finalité véritable. Et quand tu vas répondre à ça, tu vas te connaître mieux.